À cet instant, à plus de 24 milliards de kilomètres d'ici, une machine fabriquée par des mains humaines avant la naissance de la plupart des gens qui regardent cette vidéo continue de murmurer vers la Terre. Son signal met près de 23 heures à nous parvenir, et chaque jour, il s'affaiblit un peu. Voyager 1. Lancée en septembre 1977, conçue pour tenir 5 ans. Près d'un demi-siècle plus tard, elle est toujours là, plus loin que tout ce que notre espèce a jamais construit. Voilà ce dont personne ne parle vraiment. Cette sonde et sa jumelle Voyager 2 ont déjà franchi quelque chose qu'aucun manuel scolaire n'enseignait quand elles ont décollé. Elles ont quitté la bulle protectrice du Soleil. Elles flottent désormais dans une matière qui n'appartient plus à notre étoile. Et ce qu'elles enregistrent là-bas, dans cette obscurité particulière, les modèles ne l'avaient pas prévu. Tu te dis peut-être que c'est une vieille histoire. Une carte postale des années 70 qu'on ressort parfois pour faire rêver. Tu te trompes. Ce qui se passe en ce moment avec ces deux engins n'a rien d'une nostalgie. C'est une lente cérémonie de séparation. Et les ingénieurs qui veillent encore sur elle, dans une salle de contrôle de Pasadena, font littéralement la dernière chose que l'humanité fera jamais avec Voyager. Ils éteignent des instruments, un par un. Pas parce qu'ils ne servent plus, parce qu'il n'y a plus assez d'énergie pour les nourrir tous. Le générateur thermique au plutonium, qui maintient ces sondes en vie, perd environ 4 watts par an. 4 watts, c'est moins qu'une vieille ampoule de réfrigérateur. Et chaque watt perdu, c'est un capteur qu'on doit débrancher pour que le cœur batte encore un peu. Il reste quelques années, peut-être moins. Personne sur cette planète ne peut te dire avec certitude quel sera le dernier mot que Voyager 1 prononcera avant le silence. Mais il y a pire, et c'est là que cette histoire bascule vraiment. Pendant que cette machine s'éteint lentement, elle continue d'avancer, toujours, sans frein, sans destination, à environ 17 km par seconde. Et quand son émetteur s'arrêtera, dans 1 an, dans 5, dans 10, elle ne s'arrêtera pas, elle. Elle continuera longtemps après que toi, moi et tous ceux que nous connaissons soyons devenus poussière. Elle continuera après que la dernière trace de vie aura quitté cette planète. Elle continuera après que le Soleil aura englouti la Terre dans environ 5 milliards d'années. Voyager 1 sera toujours là. C'est ça le vrai sujet. Pas une sonde, pas une mission, un testament. Un objet qui va survivre à sa civilisation, à son étoile et à peu près tout ce que cette civilisation a jamais touché. Et personne ne te le présente comme ça, parce que la phrase est trop lourde à porter sur le ton joyeux d'un communiqué de presse. Alors écoute attentivement ce qui va suivre. La suite n'est pas une promenade au pays des planètes. C'est l'histoire d'un signal qu'on perd, d'un disque doré qu'on a peut-être eu tort d'envoyer, et d'une trajectoire qui va emmener nos deux machines à des endroits que les modèles n'arrivent pas à décrire sans trembler un peu. Ils n'auraient peut-être jamais dû voir ce qu'elles ont vu. Et ça se rapproche. Pasadena, Californie. Bâtiment 230. C'est là, dans une pièce qu'on imaginerait remplie de lumière clignotante et qui ressemble plutôt à un bureau open space fatigué, qu'une petite équipe d'ingénieurs vieillit avec les sondes. Certains de ces hommes et de ces femmes travaillent sur Voyager depuis 30-40 ans. Ils connaissent la machine comme on connaît une personne. Ils savent quand elle a sommeil, quand elle hésite. Et depuis quelques années, ils savent qu'elle commence à perdre la tête. En 2023, Voyager 1 s'est mise à renvoyer du charabia. Pendant des mois. Des paquets de données qui ressemblaient à de la neige numérique. Un système binaire bloqué sur lui-même, à 24 milliards de kilomètres, dans un froid absolu, sans qu'aucun technicien ne puisse y poser la main. L'équipe a passé presque 1 an à diagnostiquer une puce mémoire défaillante. À l'aveugle. En envoyant des commandes qui mettaient 22 heures à arriver et 22 autres heures à revenir. Imagine la patience. Tu poses une question. Tu attends presque 2 jours pour savoir si tu as posé la bonne. Et tu refais ça pendant des mois. Ils ont réussi. Ils l'ont ramenée. Mais pas entière. Une partie de sa mémoire est perdue à jamais. Et ce qui inquiète vraiment les ingénieurs, ce n'est pas la panne elle-même, c'est ce qu'elle annonce. À cette distance, à cet âge, avec ce niveau d'énergie résiduelle, chaque incident devient un avertissement. La machine vieillit en accéléré dans un environnement que personne sur Terre n'a jamais simulé correctement. Et la prochaine panne, elle, pourrait être la dernière. Maintenant, pose-toi cette question.
Comment exactement communique-t-on encore avec un objet aussi loin? La réponse a presque quelque chose de ridicule. Le signal qui sort de Voyager 1 à l'instant où tu lis ces mots a une puissance d'environ 22 watts, moins qu'une ampoule de chevet. Cette ampoule, dans l'obscurité interstellaire, doit atteindre une antenne de 70 mètres de diamètre, plantée quelque part dans le désert de Californie, ou en Australie, ou en Espagne. Et quand elle arrive, après 23 heures de vol à travers le vide, le signal qu'on capte est si faible qu'il représente environ un 10 milliardième de watt. Un chiffre qu'il faut écrire avec 19 zéros derrière la virgule. Ce n'est plus de la radio, c'est de l'écoute spirituelle. Et chaque année, ce murmure s'enfonce un peu plus dans le bruit de fond de l'univers. Le Deep Space Network, le réseau d'antennes géantes de la NASA, doit consacrer des créneaux de plus en plus longs pour entendre encore quelque chose. Pendant ce temps, d'autres missions, plus jeunes, plus rentables, plus médiatiques, réclament ces mêmes antennes. La file d'attente, derrière Voyager, est longue. Et la patience administrative n'est pas une ressource éternelle. Voici donc le calcul que personne n'aime énoncer à voix haute. Même si Voyager 1 avait encore assez d'énergie pour parler, le jour où le budget décidera qu'elle ne mérite plus une demi-heure d'antenne, elle sera officiellement morte. Pas parce qu'elle s'est tue, parce qu'on aura cessé d'écouter. Et ce jour-là arrive, lui aussi. Mais retournons à ce qu'elle a vu, parce que c'est là que les choses deviennent étranges. En août 2012, à environ 18 milliards de kilomètres du Soleil, Voyager 1 a traversé une frontière dont on parlait depuis 30 ans sans vraiment y croire. L'héliopause, le bord de la bulle magnétique qui entoure notre système. Le mur invisible où le vent solaire s'éteint et où commence quelque chose de plus ancien, de plus froid, de plus dense. Le milieu interstellaire. Et au moment exact du passage, les instruments ont enregistré une chose que personne n'avait prédite avec cette netteté. La densité du plasma autour de la sonde a brusquement été multipliée par environ 40. Comme si elle venait de plonger d'un océan dans un autre. Un océan plus lourd. Un océan qui appartient à autre chose qu'à notre étoile. C'est à ce moment-là que la véritable histoire de Voyager commence. Ce que les instruments ont capté ensuite, c'est ce qui a poussé certains chercheurs à parler, en privé, d'une frontière qu'on a sous-estimée pendant des décennies. Au-delà du saut de densité, il y a eu un son. Oui, un son. Pas un son qu'une oreille humaine pourrait entendre, mais une vibration. Le plasma interstellaire, traversé par la sonde, s'est mis à osciller à une fréquence que l'antenne d'onde plasma de Voyager 1 a fidèlement enregistrée. Une espèce de tintement long, monotone, autour de 3 kHz, qui montait, qui descendait, qui revenait. Quand les ingénieurs de la NASA ont accéléré ces enregistrements et les ont rendus audibles pour nos oreilles, ce qui en est sorti ressemblait à un chant de matière froide. Le bruit, littéralement, de l'espace entre les étoiles. Et ce chant ne s'est jamais tout à fait arrêté depuis. Voyager 1 l'entend encore, une note de fond. Comme si quelque chose, là-bas, respirait. Voyager 2, elle, a passé la même frontière le 5 novembre 2018, à une distance différente, à un endroit différent de la bulle. Et ses instruments ont raconté une histoire qui ne collait pas tout à fait avec celle de sa jumelle. Une transition plus nette, un mur plus précis. Comme si la bulle solaire n'était pas une sphère régulière, mais une chose bosselée, déformée par les vents galactiques qui la poussent depuis l'extérieur. Les modèles n'avaient jamais imaginé ça. Les manuels d'astrophysique des années 2000 montraient l'héliosphère comme une larme propre. Voyager 2 a renvoyé une image différente, quelque chose de plus tordu, plus proche d'une méduse à demi écrasée. Et aujourd'hui encore, personne ne sait précisément quelle est sa forme exacte. Mais ce n'est pas ça qui les a effrayés. Ce qui les a effrayés, c'est la radiation. Dès l'instant où les sondes ont franchi l'héliopause, le compteur de rayons cosmiques a bondi. Les particules à haute énergie qui viennent du fond de la galaxie, celles que notre étoile, normalement, dévie comme un parapluie magnétique, se sont mises à frapper la coque des sondes avec une intensité qu'on ne soupçonnait pas. Une augmentation d'environ 30%, brutale, mesurable, indiscutable. 30%. Réfléchis à ce que ça signifie. Notre bulle solaire n'est pas un détail décoratif, c'est un bouclier.
Et ce bouclier filtre, depuis 4 milliards d'années, une partie du bombardement qui rendrait toute biologie complexe extrêmement difficile à l'extérieur. Voyager 1 et Voyager 2 sont les premières machines humaines à avoir mesuré en direct ce qui se passe quand on retire ce bouclier. Et la réponse est simple, sa mort. Pour un humain debout dans cet environnement, sans protection, la dose accumulée serait l'équivalent de plusieurs centaines de radiographies par jour, à perpétuité. Pas une érosion progressive, une saignée invisible. Tes cellules nerveuses, ton ADN, tes yeux, tout ça serait grignoté en silence par des particules venues d'explosions stellaires qui ont eu lieu avant la naissance de notre Soleil. Voilà ce qu'il y a derrière la frontière. Voilà ce qui attendait nos 2 sondes. Et voilà pourquoi tous les discours rassurants sur la conquête interstellaire de demain méritent d'être lus 2 fois. La distance n'est pas le seul obstacle. Le milieu lui-même est hostile à la chair. Et pourtant, les sondes tiennent, les sondes envoient, année après année. Une chose en métal, en câblage, en logique froide, supporte ce que nos corps ne supporteraient pas une semaine. Tu te demandes peut-être pourquoi je t'impose ces chiffres, pourquoi je te détaille ces densités, ces watts, ces fréquences. La raison est simple. Tout ce que tu viens d'entendre, c'est ce que les ingénieurs n'osent pas mettre en gros titres. C'est ce que les communiqués officiels enrobent dans des mots aimables. C'est ce qui transforme cette mission, lentement, d'une réussite scientifique en quelque chose de plus inquiétant. Une carte de l'extérieur. Une carte qui dit ceci. Là-haut, ce n'est pas un vide, c'est un autre océan. Et nous venons à peine d'y tremper 2 doigts. C'est exactement là qu'il faut parler du disque, du fameux disque doré, celui que la NASA a fixé sur le flanc de chaque Voyager avant le décollage, en 1977. Un disque en cuivre, plaqué or, gravé pour durer au moins 1 milliard d'années dans le froid du vide. Sur sa surface, il y a une carte qui indique, à qui voudra bien la lire, la position exacte de notre Soleil par rapport à 14 pulsars connus. Une signature cosmique, une adresse. Et derrière cette adresse, des sons. Des salutations en 55 langues humaines. Le rire d'un enfant, une chanson de Chuck Berry, des images du corps humain, de notre ADN, de nos villes, de nos rues, de nos visages. Carl Sagan, qui a dirigé l'équipe responsable de ce contenu, a défendu le projet comme un geste de poésie. Une bouteille à la mer, un mot doux glissé vers l'avenir. Il avait raison sur un point, la bouteille tient, elle continue. Elle continuera probablement longtemps après nous. Mais d'autres scientifiques, à l'époque déjà, n'étaient pas d'accord. L'astronome britannique Martin Ryle, prix Nobel de physique, a fait connaître publiquement son inquiétude vis-à-vis de l'idée d'annoncer notre présence. Son argument tenait en une phrase. On ne crie pas son adresse dans une forêt qu'on ne connaît pas. Parce qu'on ignore qui écoute, et on ignore ce qui est affamé. Ce débat n'a jamais été vraiment tranché. Il a été enterré sous l'enthousiasme. Pose-toi sérieusement la question. Si demain, une civilisation suffisamment avancée pour traverser les étoiles intercepte un objet métallique qui porte la carte précise de notre maison et le portrait de sa population et la composition chimique de notre atmosphère, qu'est-ce qui te dit que sa première réaction sera la bienveillance ? Qu'est-ce qui te dit qu'elle ne nous considérera pas comme nous considérons une fourmilière sur le tracé d'une autoroute ? Voyager 1 et Voyager 2 ne sont pas seulement des messagères, ce sont peut-être des balises. Et nous avons décidé pour toute humanité, sans jamais demander à personne, que les allumer était une bonne idée. Alors, voici ma question. Et je veux que tu y répondes vraiment dans les commentaires, parce que ce n'est pas une opinion légère. Si tu avais eu le pouvoir, en 1977, de dire oui ou non à ce disque doré, sachant ce que tu sais aujourd'hui sur le silence du ciel et sur ce que ce silence pourrait cacher, est-ce que tu aurais quand même envoyé l'adresse ? Réponds honnêtement, pas politiquement, honnêtement, parce que ta réponse en dit long sur la confiance que tu accordes encore à l'univers. Passons à la trajectoire, parce que les disques ne flottent pas au hasard. Voyager 1 file dans la direction de la constellation d'Ophiuchus. Dans environ 40 000 ans, elle passera à environ 1 année et demie lumière d'une étoile appelée Gliese 445, qui sera, à ce moment-là, l'une des plus proches voisines de notre Soleil. Pas un frôlement, la distance restera énorme, mais à l'échelle de la galaxie, c'est une rencontre. Voyager 2, elle, glisse dans une autre direction
et passera dans environ 40 000 ans, elle aussi, à une distance comparable d'une autre étoile, Ross 248. 2 machines, 2 directions. 2 rendez-vous dont personne ici ne sera témoin. Et entre ces dates et aujourd'hui, il n'y aura rien. Pas un signal, pas un compte-rendu, pas une photo. 40 000 ans de dérive dans une nuit absolue, sans qu'aucun être vivant ne sache exactement ce qui se passe. Comprends l'échelle. 40 000 ans, c'est plus long que toute l'histoire écrite de notre espèce multipliée par 8. Quand Voyager 1 croisera sa première étoile lointaine, l'humanité, si elle existe encore, n'aura probablement plus aucune mémoire de l'avoir lancée. Le langage dans lequel je te parle aura disparu depuis des dizaines de millénaires. Les nations qui ont financé la mission seront poussière de poussière. Et la sonde, elle, continuera, indifférente, avec son adresse gravée et son champ intact. C'est précisément à ce point que la véritable vertige commence. 40 000 ans, à l'échelle de ces sondes, c'est un battement de paupières. Le disque doré, lui, a été conçu pour tenir 1 milliard d'années. 1 milliard. 1000 fois plus longtemps que toute la durée d'existence des dinosaures. 1000 fois plus longtemps que la période qui sépare les premiers outils de pierre et l'invention de l'écriture, multipliée par 10 000. C'est une durée qui n'a aucun sens pour un cerveau humain. Et pourtant, c'est la durée pendant laquelle Voyager 1, 1000 fois passé devant d'autres étoiles, 1000 fois traversé par d'autres vents stellaires, continuera de porter, intact, un rire d'enfant, les vagues de l'océan. Le bonjour d'une femme qui s'appelait Nick Sagan et qui n'avait que 6 ans en 1977. Cette voix-là vivra plus longtemps que l'espèce qui l'a enregistrée. Médite ça une seconde. Mais il y a pire. À très long terme, ce ne sont plus les pannes électroniques qui menacent les sondes, c'est la matière elle-même. L'espace interstellaire n'est pas vide, il est peuplé de grains, de poussière microscopique, de fragments laissés par d'anciennes étoiles explosées. Et à chaque seconde, à des vitesses qui dépassent la dizaine de kilomètres par seconde, ces grains percutent la coque de Voyager comme une pluie sableuse au ralenti. Aucun d'eux ne fera de dégâts visibles. Aucun d'eux ne tuera la sonde du jour au lendemain, mais sur 1 million d'années, ils l'éroderont. Sur 10 millions d'années, ils l'amaigriront. Sur 100 millions d'années, ils commenceront à attaquer le disque lui-même, à ronger sa pellicule d'or, à effacer, atome par atome, l'adresse de notre Soleil. Et personne ne sait à quelle vitesse exactement ce processus avancera. Les estimations varient. Certains chercheurs avancent que le disque restera lisible pendant des centaines de millions d'années. D'autres pensent que les couches superficielles disparaîtront plus vite, dès que la sonde rencontrera un nuage interstellaire un peu plus dense. Et c'est exactement ce qui va arriver. Notre Soleil traverse en ce moment une région relativement calme de la galaxie, appelée le nuage local. Mais cette tranquillité n'est pas éternelle. Les sondes finiront, tôt ou tard, par plonger dans des régions plus encombrées, plus violentes, plus érosives. Il y a une autre chose dont on parle peu. Quand Voyager 1 croisera Gliese 445 dans 40 000 ans, elle ne sera plus seule à dériver. La galaxie tout entière tourne, les étoiles bougent, les positions changent. Et la carte des 14 pulsars gravés sur le disque, cette adresse cosmique que Carl Sagan a fait inscrire en 1977, cette carte commencera à devenir fausse. Les pulsars ralentissent, leur fréquence dérive. Dans 1 million d'années, la moitié des repères pointera vers des étoiles mortes ou déplacées. Notre adresse, lentement, deviendra illisible. Et un éventuel lecteur extraterrestre, dans 50 millions d'années, ne pourra plus remonter jusqu'à nous. C'est peut-être la seule bonne nouvelle de cette histoire. Le temps efface aussi les balises. Mais il y a encore autre chose. Une chose à laquelle les modèles n'aiment pas penser. Si notre Soleil, dans 5 milliards d'années, gonfle en géante rouge comme tous les modèles le prédisent, et s'il finit par engloutir la Terre, par calciner toute trace de notre passage ici, par vaporiser Mars, par effacer chaque livre, chaque tombe, chaque pyramide, chaque ville sous une fournaise blanche, il restera 2 objets dans l'univers qui prouveront que nous avons existé. 2 objets, pas un livre saint, pas une cathédrale, pas un monument national.
2 carcasses métalliques de moins d'1 tonne chacune, dérivant à des dizaines d'années-lumière, portant des messages dans des langues mortes depuis des éons. Voyager 1 et Voyager 2. Les 2 dernières preuves que nous étions là, que nous avions essayé de parler, que quelqu'un, un jour, avait pris la peine de graver un rire d'enfant sur du métal et de l'envoyer dans la nuit. Et la nuit, elle, ne répond toujours pas. Pourtant, avant que cette nuit-là ne réponde, quelque chose va se produire. Quelque chose de très proche dans le temps. Quelque chose dont la NASA parle à voix basse depuis 2 ans. Les générateurs des Voyager s'éteignent. Le plutonium, qui alimente leurs instruments depuis 1977, perd chaque année environ 4 watts de puissance. Et les ingénieurs ont commencé à couper, un par un, les capteurs encore en vie. Magnétomètre, détecteur de particules, antenne plasma. Une lente euthanasie technique, méthodique, presque tendre. Aux alentours de 2030, peut-être 2032, le tout dernier signal arrivera sur Terre. 23 heures de voyage. Quelques bits, puis plus rien. Les sondes ne mourront pas ce jour-là. Elles continueront leur trajectoire. Elles continueront à porter leur disque. Elles continueront à chanter, en silence, pour absolument personne. Mais nous, ici, nous serons coupés, pour toujours. Mesure ce que ça veut dire. Pendant 1 milliard d'années, 2 objets construits par notre espèce parcourront la galaxie. Et pendant 1 milliard d'années moins 48 ans, nous ne saurons plus où ils sont. Nous aurons fabriqué le plus long testament de notre histoire. Et nous serons les premiers à perdre le contact avec lui. Tu vois la cruauté de la chose. Nous avons écrit une lettre à l'éternité. Et nous allons cesser de pouvoir la lire avant même qu'elle ne quitte vraiment notre rue. La NASA a déjà commencé à préparer le deuil. Les équipes qui parlent encore aux Voyager se réduisent chaque année. Les protocoles vieillissent. Les ordinateurs qui décodent ces signaux fonctionnent toujours sous des langages que plus personne dans l'industrie n'apprend. Quand le dernier ingénieur capable de comprendre le code des Voyager prendra sa retraite, la mission cessera d'être une mission. Elle deviendra un souvenir technique, une compétence morte. Et le silence, lui, sera double. Le silence des sondes qui n'émettent plus, et le silence des humains qui n'ont plus les oreilles pour entendre. Voilà la vraie fin de Voyager. Pas une explosion, pas même un impact. Une lente coupure de courant suivie d'un oubli administratif. Et au-dessus de nous, dans le grand froid, 2 machines continueront leur travail. Sans audience, sans mémoire de qui les a faites, et plus aucun foyer vers lequel revenir. Elles porteront notre voix vers des étoiles qui n'ont pas encore allumé leur nom. Elles glisseront près de mondes qui n'existent pas encore. Elles seront, peut-être, ramassées un jour par des doigts ou des outils dont nous ne pouvons même pas imaginer la forme. Ou elles ne seront jamais ramassées du tout. C'est cette possibilité-là, celle de la dérive infinie, qui hante les chercheurs honnêtes. Parce qu'elle pose une question qu'aucun manuel de science ne sait trancher. Qu'est-ce que ça change de crier dans le noir si le noir n'écoute pas? Qu'est-ce qu'on raconte vraiment dans une bouteille qu'on jette dans un océan dont on ignore les rives? Peut-être que Voyager 1 et Voyager 2 ne sont pas une victoire de la science. Peut-être qu'elles sont, en réalité, la plus longue prière jamais formulée par notre espèce. Une prière qui ne demande rien, sauf d'être entendue. Et l'univers, jusqu'ici, n'a pas répondu. Si tu veux comprendre la suite, ce que d'autres instruments ont commencé à capter depuis l'autre extrémité du système solaire, et pourquoi certains chercheurs parlent désormais d'un second silence, la vidéo à l'écran continue l'enquête. Mais avant de cliquer, reste une seconde avec cette image. 2 machines, le froid, et nous, ici, qui allons cesser d'écouter bien avant elles.